Georges Alula Makita, bonjour. Bonjour Sandrine. Président de l'Unité nationale et l'intégrité du Congo, unique en sigle, candidat président aux élections de 2006. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui après cette grande période de silence? Sandrine, Georges Alula a vécu dans la région métropolitaine de DC, Maryland, Virginia, notamment ici dans les Maryland depuis 2006. Et donc, le temps, comment je l'ai utilisé, c'est que j'ai fait beaucoup de lobbying pour notre pays. J'ai publié un livre sur le génocide économique ignoré en République démocratique du Congo, un livre qui a eu un impact important sur la politique américaine vis-à-vis de la République démocratique du Congo et aussi surtout vis-à-vis de leadership dans les Grands Lacs. Je ne me suis pas contenté que de ça. En 2011, je me suis rangé derrière Étienne Tshisekedi pour soutenir sa candidature pendant les élections de 2011. J'ai été un des leaders combattants résistants ici aux États-Unis pour pouvoir soutenir la candidature de Étienne Tshisekedi. Donc je suis quelqu'un de la région ici dans le Maryland. Quelles sont vos ambitions politiques? Est-ce être candidat à la présidentielle de 2016 vous intéresse également? Je n'ai pas arrêté de travailler pour diriger notre pays depuis 2003-2004. J'ai reculé en 2011 pour laisser la place en tant qu'un ancien membre d'honneur de l'UDPS au président Étienne Tshisekedi pour prendre le flambeau qui lui revenait. Et maintenant, pour 2016, nous avons commencé à travailler. Nous n'avons pas entendu la période des élections pour pouvoir dire haut et fort les ambitions et travailler pour la préparation de ces élections. Donc, nous travaillons encore durement pour pouvoir faire face aux échéances de 2016. Qu'est-ce que les Congolais en général peuvent attendre de vous, en particulier la diaspora? En tout cas, je voudrais rappeler à la diaspora que j'ai vraiment eu le sentiment que la diaspora est en train de peiner, de se chercher les leaders qui doivent porter les flambeaux, le combat au nom de la diaspora, au nom de tous les Congolais, de tous les continents, pour pouvoir apporter l'espoir que notre peuple a mis sur nous, sa diaspora, pour apporter les changements qui ne peuvent venir que de nous. Pourquoi les changements ne peuvent venir que de nous? Parlons déjà sur le plan économique. Sur le plan économique, nos amis, nous de la diaspora, nous sommes les poumons de l'économie de notre pays. Maintenant, si on voit sur d'autres aspects, je saluerai aujourd'hui la victoire du tout-puissant Mazembe en Coupe d'Afrique. La plus importante pour moi, cette victoire, elle a un symbole, c'est que j'ai joué au football avec Santos Motubile, qui est un ancien des Christ-Roi avec lesquels nous avons été jusqu'à Bilima. Et c'est lui qui a posé la base de l'équipe de Mazembe qui est devenue aussi forte. Et j'ai fait allusion au parcours de Santos Motubila puisque beaucoup de gens ne font pas les parallélismes. Le parallélisme que je pourrais mettre, c'est que Santos Motubila a fait une partie de sa carrière en Europe, à Sochaux, Marseille, Stuttgart en Allemagne. Et il est reparti au pays avec une expertise qu'il a mis à la disposition du tout-puissant Mazembe. Et on continue à voir, non seulement au niveau des Léopards Espoir, mais on continue à voir les résultats de cette base qu'il a posée. Et je fais ce parallélisme tout simplement parce que sur le plan politique, nous avons vécu pendant plus de 2 décennies, que ce soit Lumumba, Kasavubu ou tous ceux qui ont dirigé le Congo n'ont pas vécu plus de 10 ans à l'étranger, notamment en Europe, pour connaître c'est quoi la démocratie. Nous, notre génération, on a eu cette chance de pouvoir passer près de 2 ou 3 décennies à l'étranger, d'être imprégné de de la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, la liberté d'entreprendre. Et aujourd'hui, notre peuple s'est tourné vers la diaspora pour dire que, avec tous les combats que les combattants et les résistants ont démontrés, et qui aujourd'hui est en train de porter son résultat, nous ne devons pas reculer parce que c'est un travail qui n'est pas encore achevé. Les gens au Congo comptent sur nous, nous on compte sur eux pour pouvoir travailler avec eux
Mais nous ne devons pas nous laisser berner, nous laisser distraire par rapport à beaucoup de choses qui viennent de chez nous. Il est très important que les Congolais de la diaspora puissent prendre leurs responsabilités afin d'être sûrs que nous serions prêts à pouvoir suivre ce que la voix du peuple va choisir comme un moyen pour amener cette alternance que nous souhaitons pacifique. Mais je pense que si le peuple ne tient plus dans la situation actuelle, nous devons être prêts, nous, diaspora, de pouvoir assumer nos responsabilités. En tant que candidat président aux élections de 2016 plutôt, si on vous demandait de faire une quelconque alliance, avec quel parti ou plateforme politique les feriez-vous? Avec 450 partis politiques, UNIC n'a pas l'ambition ou la prétention de pouvoir gagner les élections tout seul. Pendant que nous ne sommes pas encore totalement sur l'ensemble du pays avec la popularité nécessaire pour gagner les élections, nous pensons que la partie travail que UNIC a fait va être mise à la disposition de nos alliés sur le terrain qui vont travailler avec nous pour vulgariser les programmes économiques ambitieux que nous amenons de l'extérieur, puisque dans ces programmes économiques que nous avons lancés, que nous avons fait valider dans les institutions financières internationales, en l'occurrence le département du Trésor américain, aujourd'hui l'Union européenne, de pouvoir proposer 140 milliards pour la reconstruction du Congo en 4 ans. Avec des montants aussi importants, c'est la crédibilité que la diaspora a apportée qui va servir de base pour pouvoir reconstruire les Congos. Et surtout, je dirais à mes amis, à beaucoup de gens qui se posaient la question, comme tu viens de le mentionner, pourquoi ce silence? Je suis revenu de l'Europe après 6 mois, je suis passé sur 5 médias. Ensuite, silence radio, simplement parce qu'il nous a été demandé de préparer et de présenter notre vision du Congo en 2030. Vision du Congo en 2030, comment nous allons participer au challenge des Nations Unies sur la réduction de la pauvreté. Et comme vous le savez, notre ambition est surtout d'abord économique, avec l'économie, nous pouvons, avec la construction des infrastructures et autres, créer des emplois, mettre un programme social dans notre pays pour pouvoir prendre en charge nos enfants en payant les allocations familiales aux parents, en mettant en place une politique de logement qui permettrait de pourvoir aux familles des allocations de logement, prendre en charge nos handicapés en leur donnant une assistance financière mensuelle qui puisse permettre aussi de mettre en place les structures qui puissent leur permettre de pouvoir participer dans la société comme nous l'avons vécu ici dans la diaspora. En tout cas, ce programme ambitieux nous a permis de faire quelque chose qui est tout à fait nouveau, dont nous n'avons pas parlé. C'est qu'avec ce programme, nous pouvons voir très vite comment la République démocratique du Congo, 140 milliards de dollars après, rejoint très vite dans les 2 ans les niveaux actuels de l'Éthiopie. Dans les 5 ans, on rattrape les niveaux en termes de pouvoir d'achat et de produit intérieur brut, les niveaux de la Suisse. Les gens vont dire comment la Suisse? Comment la Suisse? Simplement parce qu'avec les volumes de la population suisse, 605 ou 6 millions d'habitants, nous on est 70 millions d'habitants. Les 40 000 ou 30 000 du produit intérieur brut suisse rapporté à leur volume de la population, pour nous les Congos, nous voyons que dans les 10 ans, nous pouvons rattraper les niveaux de développement qu'a atteint l'Argentine aujourd'hui, en termes de chiffres. Et 15 ans plus tard, c'est-à-dire après le premier mandat, deuxième mandat et la suite de notre leadership dans UNIC, nous pouvons atteindre un pouvoir d'achat de 1,8 trillion, c'est-à-dire 1800 milliards de dollars, qui nous permettrait 10 ans plus tard de rattraper les niveaux de la France ou des pays comme la Corée du Sud, déjà la Corée du Sud en 2030, puisque je dis que l'Argentine on le rattrape dans 10 ans, la Corée du Sud en 2030, et au niveau autour des années 2050, nous pouvons
aisément à arriver au niveau de l'Allemagne en termes de pouvoir d'achat. Évoquons actuellement les dialogues envisagés par les chefs de l'État. En RD Congo, actuellement, l'on constate que les avis sont partagés entre les différentes plateformes politiques qui existent quant au dialogue prôné par les chefs de l'État envisagé. De quel côté vous situez-vous? Parce qu'on sait que d'un côté, il y a ceux qui soutiennent les dialogues et de l'autre côté, il y a ceux qui parlent du glissement et qui sont contre ces dialogues. De quel côté vous vous situez actuellement? En tout cas, pour UNIC, nous l'avons dit lors de concertation nationale qui a eu en 2003, vers le mois de septembre, que c'était une perte de temps et une certaine distraction. La preuve, c'est que ces concertations nationales avec près de 700 recommandations ont accouché d'une souris, c'est-à-dire que rien n'a été fait à la suite de ces concertations nationales de 2003. Il a failli une année avant que le gouvernement ne puisse même se mettre en place. Et dans ces conditions, quand on reparle du dialogue qui aurait dû se tenir entre l'UDPS et la majorité présidentielle depuis 2011-2012, aujourd'hui, vraiment, avec un régime décadent, parler de dialogue, c'est comme leur apporter une béquille pour qu'ils puissent faire ce qu'ils souhaitent faire, c'est-à-dire faire les glissements. Dans ces conditions, c'est vraiment difficile pour nous, dans UNIC, le mouvement de l'unité congolaise, que nous puissions faire partie de ces dialogues. Nous avons une solution beaucoup plus tranchante. Nous avons vu que les membres de la majorité présidentielle qui ont dit au président Kabila qu'il les amenait vers un gouffre, ils ont été éjectés de la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut aller aux élections en mettant en exergue la présence la participation de l'UDPS, sans la garantie que M. Etienne Tshisekedi lui-même pourra faire le déplacement et faire partie de ces dialogues, je pense que tout ça va nous conduire qu'à une certaine distraction. Et la solution que nous préconisons, avant de le dire, je voudrais quand même souligner que lors du dialogue intercongolais à Sun City, on parlait de partage équitable et équilibré du pouvoir. C'est moi, Georges Aloula, depuis Paris, qui a réfléchi sur la question et fait la proposition de créer une chambre basse avec 500 membres et de mettre en place le Sénat avec 120 membres. Je l'ai fait parvenir à qui de droit et c'est cette solution-là qui nous a amené ce semblant de paix politique que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, donc, ça nous amène à dire que pensons-nous comme solution pour que nous puissions avoir une alternative qui ne soit pas basée sur, comment dirais-je, un carnage populaire que le pouvoir actuel pourrait utiliser comme stratégie pour pouvoir se pérenniser au pouvoir. Je dirais que la première des choses que le président Joseph Kabila doit faire, c'est de dissoudre le Sénat. Pourquoi dissoudre le Sénat? Parce que c'est là l'exemple du glissement qui met tout le monde dans le confort que nous pouvons faire ce que nous voulons, c'est-à-dire ne pas organiser les élections. Avant d'aller plus loin, je soulignerai que je n'ai jamais entendu dans ma vie politique un seul pays au monde qui puisse programmer des élections, récupérer l'argent de dépôt de candidature de ces différents citoyens et d'annuler, de renvoyer les élections à une date indéterminée, comme les élections locales qui auraient dû avoir lieu le 25 octobre passé. Dans ces conditions, puisque nous préconisons la dissolution du Sénat, nous pensons que après avoir dissous le Sénat, le président Kabila devait prendre les dispositions qui puissent remettre la Constitution telle qu'elle a été votée en 2006 par le référendum, c'est-à-dire revenir aux élections présidentielles à deux tours, avec les débats obligatoires entre les candidats, puisque le Parlement actuel est dirigé par un membre de la majorité présidentielle, le président Kabila doit avoir le courage, en échange de pardon sur tout ce qui est comme crime et tout ce qui est délit qu'il a commis pendant son mandat,
en échange de ces pardons, qu'il puisse démissionner lui-même. C'est-à-dire le président Kabila doit démissionner et alors à ce moment-là ouvrir la place à une transition qui doit respecter les dates des élections prochaines en 2016, mais en jouant, en faisant jouer trois composantes que nous appellerons la majorité présidentielle actuelle, l'opposition politique interne actuellement au pays, et ce que nous reconnaissons, la diaspora congolaise. La diaspora congolaise pourrait jouer un rôle important puisque nous sommes habités par la culture de la démocratie. Nous pourrions prendre, avec cette capacité de pouvoir jouer la neutralité ou du moins diriger cette période transitoire loin des apesantaires locales, prendre en charge l'organisation des élections et puis diriger le gouvernement ce gouvernement de transition qui doit nous amener aux élections pour septembre d'abord 2016 et le deuxième tour en décembre 2016. En faisant cela, le président Kabila pourrait sortir, je dirais, la tête haute et obtiendrait le pardon de tous les crimes qui lui sont imputés, de toutes les fautes graves qu'il a commises, de toutes les hautes trahisons dont la diaspora et les combattants se sont fait écho. Donc c'est une voie qui puisse permettre, au lieu de se dire « vous avez le choix entre le glissement et la guerre », la chose la plus importante que je vais souligner, c'est que la vague du tsunami qu'on peut appeler les soulèvements populaires est déjà en route. Les gens peuvent ne pas voir cette vague qui est invisible parce que ça ne vient pas d'une seule personne. Nous pourrons voir les racines de ces soulèvements populaires dans les réactions de Mwamba Martin, ce taximène qui s'est immolé à Lubumbashi pour protester contre les tracasseries policières. Ce que je demanderai à mes compatriotes de se rendre compte tout simplement, ceux qui sont au pouvoir, que si tous les taximens de la République démocratique du Congo décident de ne plus payer de corruption aux agents de circulation routière, les policiers qui font la circulation routière vont commencer à réclamer leur salaire aux autorités du pays. Et comme ils sont habitués à mettre cet argent dans la poche, le soulèvement populaire pourra aussi venir de cette protestation massive de ces policiers qui ne pourront plus utiliser la population pour pouvoir se nourrir. De tout ce que vous venez de dire, nulle part vous avez mentionné la société civile. D'après vous, quelle est la place de la société civile? La société civile joue déjà un rôle au niveau de la CENI. La proposition que nous faisons, il ne s'agit pas de totalement déshabiller Pierre pour habiller Paul. Nous, la diaspora, va venir pour pouvoir travailler avec cette société civile et assurer la neutralité de la commission électorale indépendante. Les élections, il ne s'agit pas de sentiments. Les élections, quand on dit élection, c'est un processus. Lorsque le processus est bien défini, on a besoin des hommes. On chiffre, puisque dans UNIC, nous sommes assez friands de pouvoir définir les budgets. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec 66 000 bureaux de vote, si dans chaque bureau de vote, il y a 3 témoins sur 2 jours, ça veut dire que si on prévoit de pouvoir les payer 3-4 dollars fois 66 000, fois 2 ou 3 jours, comme ça va prendre, et surtout de pouvoir éviter ce que nous avons vu en 2011, c'est-à-dire les bulletins de vote qui empêchent tout recomptage de vote, puisque les bulletins de vote, à la fin des votes, se sont retrouvés dans des poubelles, dans des situations, au lieu que ce soit stocké, il faut que la commission électorale puisse mettre en place des dispositifs qui puissent permettre de pouvoir stocker les bulletins de vote sur lesquels on peut y revenir en cas de contestation pour pouvoir les compter. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, je mets quiconque à défi que pour compter de 1 à 80 millions, il nous faut 3 ou 4 ans. C'est pratiquement utopique. Dans les aéroports aux États-Unis, des avions vous débarquent 2 à 3 000 personnes, à 4 000 personnes, 5 000 personnes dans la journée. Nous voyons comment on prend l'index, le PPI,
tout ce qui est biométrique est pris à l'aéroport avant de rentrer aux États-Unis. Donc si nous mettons la volonté devant, nous pouvons compter la population qu'il y a dans notre pays. La partie la plus importante, c'est quoi? Lorsqu'on voit un mégapole comme Kinshasa avec près de 10 millions d'habitants sur 80 millions, ça veut dire que si on arrive à compter toute la population de la ville de Kinshasa ou des mégapoles de Kinshasa, nous avons déjà fait 20% de l'effort de recensement sans aller dans les petits villages. On commence par les grands centres, là où il y a beaucoup de monde, et puis après, on sait les villages qui sont délocalisés pour pouvoir les viser avec les méthodes, les technologies qui existent aujourd'hui. Nous pouvons faire ces recensements très rapidement. Et c'est un peu choquant qu'un pays ne puisse pas enregistrer ses enfants qui deviennent majeurs et qui bloquent les processus juste pour qu'ils puissent l'utiliser pour pouvoir rester indéfiniment au pouvoir. Mon souhait est que le président Joseph Kabila prenne conscience que le Congo n'a pas besoin de plus de bains de sang, que nous avons déjà perdu près de 10 millions d'âmes et que nous sommes capables de pouvoir faire les pardons comme en Afrique du Sud, mais à condition qu'ils prennent aussi le courage de suivre le conseil que j'ai donné dans cette interview pour essayer d'éviter d'affronter les grandes puissances qu'on n'affronte pas sans sortir indemne. Parlons à présent de la diaspora proprement dite. Monsieur Georges Aloula, avec l'avènement du G7, l'on constate que la diaspora est divisée. En tant qu'acteur politique, membre de la diaspora, que préconisez-vous pour remédier à cela? Je commencerai par rappeler à la diaspora que dans la diaspora, il y a des leaders politiques, hommes et femmes, sur lesquels la diaspora peut compter. Je comprends aussi que dans la diaspora, nous sommes une multitude de couches de la population avec comment dirais-je, nos sentiments, nos appartenances politiques, etc. Mais je voudrais souligner quelque chose que j'ai vu pour moi qui marque une étape importante de l'histoire politique du Congo. Lorsque les gens voient ce qui s'est passé le 28 août 2015 à Bruxelles, où on a simulé dans un cercueil Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, ça marque un tournant de l'histoire politique de notre pays. C'est-à-dire que ça fait mal au cœur parce que c'est nous de la diaspora qui avons soutenu la candidature d'Etienne Tshisekedi en 2011. Et lorsqu'on voit qu'avec toutes les informations que nous avons dans la diaspora et auxquelles nous avons accès jusque sur nos téléphones portables, qui ont poussé les gens à se braquer contre un symbole aussi important que Etienne Tshisekedi, nous devons essayer de comprendre que à partir de ce moment-là, tous ceux qui pensent manipuler les gens dans la diaspora, une fois qu'ils sont détectés à distance, ils seront rejetés, mais alors avec toutes les forces possibles. Et je vais profiter pour passer le message. Je pense que beaucoup de gens ont vu que je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler, beaucoup. J'étais obligé, ou du moins, de faire un travail assez important pendant 2 mois, qui m'a pris beaucoup de temps, c'est-à-dire imaginer le Congo en 2030. Ce sont des solutions économiques que nous apportons qui ne laissent pas les décideurs de ce monde indifférents. Le Congo est une aubaine économique. Et c'est ce que nous avons mis dans notre mallette pour pouvoir faire la démarche pour le Congo. On a vu le membre du G7, le groupe politique qui s'est formé de nos frères qui étaient dans la majorité présidentielle, de sortir et de se faire accueillir pour certains au là, puisque le combat, il s'agit de pouvoir obtenir la fin du régime ou du système piloté par Joseph Kabila. Mais seulement, il y a ce qui serait important d'attirer l'attention de nos frères du G7 qui ont rejoint l'opposition, c'est de se dire aussi qu'il y a eu un travail qui a été préparé pendant des années pour pouvoir apporter une alternance, un changement. Le système dans lequel ils ont évolué a échoué. Le système a échoué. Ils s'en ont mis plein dans les poches. Aujourd'hui, au lieu de narguer l'opposition et de vouloir passer en tête, ce serait bien qu'on puisse s'asseoir avec ceux avec lesquels nous pouvons bien sûr nous asseoir et qu'ils prennent conscience que ce combat a été long
les réponses n'ont pas été que financières dans le sens de la richesse des uns et des autres ou encore de la popularité de certains d'entre nous. Les réponses sont stratégiques et ça demandait à ceux qui sont aujourd'hui prêts à soutenir les changements ou suivre la voie du peuple congolais que leurs décisions sont basées sur des approches stratégiques que nous sommes prêts à pouvoir implémenter. Et donc, je demanderai simplement à la diaspora congolaise de ne pas se tromper. Le prochain président de la République démocratique du Congo viendra de la diaspora. Je vous invite à ouvrir les yeux, à nous regarder. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés dans la diaspora pour dire qu'ils sont candidats à la présidence. J'ose espérer que vous pourriez me faire confiance parce que je crois ferme et certain qu'avec l'aide de Dieu, nous allons y arriver. Les choses peuvent vous sembler très difficiles et irréalistes, mais croyant fermement à la présence et au contrôle divin, je suis sûr et certain que nous allons y arriver. Nous devons nous mettre rassemblés, nous serrer les uns avec les autres, nous donner la main. J'avais donné l'exemple lors de d'une de mes dernières prestations en France, de dire que celui qui m'amène 20 € pour que je mette l'essence, pour que je puisse aller à un rendez-vous, ces 20 € est beaucoup plus important que celui qui va m'amener la veille de ma prestation de serment comme président de la République une valise d'1 million de dollars. Je dis simplement les 20 € ou les 20 $ que vous m'amenez aujourd'hui, je peux mettre l'essence et ça va nous aussi créer un lien entre vous et nous, vous et moi, qui fait comme une dette, qui fait que lorsque nous sommes aux affaires, nous vous devons des résultats. Aujourd'hui, les gens qui sont venus nous rejoindre, je pense qu'ils viennent vraiment nous rejoindre, suivre le leadership que nous avons établi et qui a justifié les multiples voyages des États-Unis, de la France, de la communauté internationale au pays. Dans ces registres-là, je voulais savoir, c'est juste la dernière question, vous êtes tout le temps à l'extérieur du pays. Ne pensez-vous pas que cette absence prolongée n'est pas une façon quelconque de faire la politique de la chaise vide? Parce que l'on sait qu'au Congo, c'est plus au Congo, dans les pays, qu'il faut promouvoir les idéologies de notre parti politique. En tout cas, merci. C'est loin d'être la politique de la chaise vide. J'étais au Congo à plusieurs reprises jusqu'en 2006 avant de revenir aux États-Unis et tomber sur des situations administratives qu'il fallait fixer jusqu'en 2011. Nous sommes en train de nous préparer pour aller rejoindre nos frères et pouvoir mener cette lutte politique sur le terrain. C'est inobligatoire, c'est plutôt une obligation. Et pourquoi continuer à rester, c'est que nous vivons dans un pays qui arrête le lancement d'une fusée à cause d'une erreur technique qu'on détecte une seconde avant de pouvoir lancer. Aller dans la précipitation sur le terrain comme on connaît chez nous, nous sommes simplement en train de mettre ensemble tous les éléments. Je vais vous dire, Sandrine, lorsque j'ai dit que je vais amener les compagnies pétrolières, j'ai déjà discuté avec les compagnies pétrolières. Lorsque je parle d'amener l'électricité, j'ai discuté avec les compagnies d'électricité. Lorsque je parle de construction d'infrastructures hôtelières, etc., j'ai été reçu par 18 chefs d'entreprise de grands groupes français en Afrique et d'autres au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous allons vers nos partenaires, futurs partenaires, leur dire, ben écoutez, commencez à monter votre chaîne de production, c'est-à-dire, je prends un exemple pour les compagnies automobiles, commencez déjà à regarder qui va vous fournir les jantes, qui peut vous fournir les clés, qui peut vous fournir des composants qui rentrent dans la composition d'une voiture. On leur dit de se préparer. On ne veut pas faire comme on a fait hier, c'est-à-dire on arrive au pouvoir, on prend l'avion pour aller chercher qui va faire quoi. C'est de l'apprentissage. On va éviter tout ça. C'est pour ça que s'il faut passer beaucoup de temps, il fallait passer beaucoup de temps pour qu'on puisse vraiment se voir face à face, s'asseoir, regarder les chiffres. Ce qui est important, c'est quoi? C'est que, prenez le cas du barrage hydroélectrique d'Inga. Il faut 13 milliards pour pouvoir les relancer jusqu'au fond. Mais il ne faut pas qu'il y ait 13 milliards d'investissements. Ça, c'est les besoins globaux. Combien l'État congolais va mettre?
Nous, avec le lancement de l'emprunt d'obligation d'État qui va faire que le gouvernement congolais va avoir du cash, nous allons changer la méthode de faire. Au lieu de dire aux investisseurs étrangers qui nous donnent 13 milliards, qui viennent investir 13 milliards, la totalité, et puis l'État congolais va rester en tant que spectateur et chercher à grappiller les taxes, nous, sous notre leadership, nous allons mettre à partir de ces emprunts, les cash que nous avons, nous allons mettre 3-4 milliards pour participer au capital de la société d'électricité. Et puis, quand on veut produire de l'électricité avec un barrage aussi puissant que Inga, nous avons du cuivre dans notre sous-sol. Au lieu d'acheter des câbles à l'étranger, nous devons installer la production du câble chez nous pour que nous puissions produire les câbles et connecter toutes les maisons de la RDC à l'électricité et aux différents barrages. Il n'y a pas que Inga comme capacité de production d'électricité dans notre pays. Beaucoup d'exemples sont là. L'exemple simple que j'avais donné lors de ma rencontre à Paris, c'est de dire les poignées de porte. Les poignées de porte d'une maison. Imaginez qu'avec 80 millions d'habitants, nous sommes environ 12 millions de familles. Si on prend la famille moyenne au Congo composée de 6 personnes, ça veut dire que nous sommes autour de 12 millions de familles. Alors imaginez 12 millions de maisons multipliées par le nombre de chambres, 3, les appartements, les offices de bureaux, etc. C'est ça que nous montrons aux gens pour dire que voilà, notre leadership va vous amener à avoir un marché pour fabriquer les poignées de porte, les autres les clés. C'est-à-dire que dans une pièce comme celle dans laquelle nous nous trouvons, chaque composant représente une société, une compagnie, une production. Je suis ingénieur de formation, donc tout ça, lorsque nous parlons, c'est du concret. Ce n'est pas des programmes qui ne sont pas chiffrés. Ce sont des programmes aujourd'hui, les 2 derniers mois, nous avons produit les milestones, c'est-à-dire les plus grandes étapes de ces 15 années, pour dire que dans les 3 prochaines années, avant la fin de mon premier mandat, la RDC va produire des voitures, reproduire des voitures comme nous avions l'habitude de les produire dans le passé. Et dans les 5 prochaines années qui suivront, nous essayerons de fournir 30% des pièces, des composants qui rentrent dans ces voitures, c'est-à-dire prendre du sable, le transformer en métal, le transformer en pièces, c'est-à-dire nous achetons le tour de contrôle pour que toutes les pièces qui rentreront dans les voitures, 30% soient produites dans notre pays. À la fin de ce 2e mandat, le Congo doit commencer à être capable de vendre les voitures made in Congo dans les autres pays africains et pourquoi pas dans le monde. Lorsque vous regardez toutes les grosses machines comme les trains, les rails de train, etc., tout ça c'est du métal. Notre pays est riche en métal et en métaux de toutes sortes. Donc nous avons dit, nous installons les premières infrastructures, mais nous produisons tous ces métaux localement pour que nous puissions connecter l'ensemble de notre pays et surtout avec des ambitions de relier l'océan Indien et l'océan Atlantique. Je confonds souvent, Mombasa et Mwanda. Entre Congo-Brazza et Kinshasa, il n'y aura pas qu'un seul pont, il y aura plusieurs ponts, puisque lorsque vous êtes à Paris, vous avez le pont de Neuilly, pont de Boulogne, on doit en avoir plusieurs. Chaque pays va se développer à sa façon. On va enlever cette idée de dire si on fait un pont à Pointe-Noire, plutôt le port en eau profonde à Pointe-Noire, il n'en faut pas à Matadi et à Mwanda. Nous allons avoir nos propres infrastructures, mais le développement sera tellement important que les échanges vont aussi être accrus, ce qui va augmenter l'économie de notre pays. Laissez-moi vous dire que dans 5 ans, nous rattrapons le pouvoir d'achat de la Suisse. Dans 10 ans, nous rattrapons l'Argentine. Dans 15 ans, nous sommes au niveau de la Corée du Sud dans leur chiffre d'affaires d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la diaspora congolaise a amassé des gens qui ont des connaissances, qui peuvent transformer cet essai avec les partenaires du Congo. Le point que je pourrais aussi indiquer, sur lequel je demande à ce que nos frères et sœurs qui sont restés au pays de nous faire confiance, parce que l'absence de l'eau, de l'électricité dans notre pays a été fait à dessein pour
Mayele Nabiso Ekita. Et nous allons prendre, ça va nous prendre 2 ans pour pouvoir rééduquer notre population sur toutes ces couches. Et nous allons surtout faire en sorte que nos petits-enfants qui s'assoient par terre aujourd'hui dans notre pays puissent avoir les conditions d'études qui sont adéquates pour qu'ils ne puissent pas revivre ce que les Congolais sont en train de vivre depuis près de 3 décennies maintenant. Et nous avons eu, nous, notre génération, la chance d'aller à l'école au Congo, d'avoir nos diplômes d'État et de venir entrer dans n'importe quelle école d'ingénieurs, dans n'importe quelle école, grandes écoles en Europe et de pouvoir réussir. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Tout le monde parle de soulèvement populaire, je l'ai indiqué. La vague de soulèvement populaire, ça va être comme un tsunami. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut surveiller Georges Albert ou l'autre, parce que c'est déjà en route. Essayez de voir simplement que ce que nous avons pensé qui était impossible, qu'un garçon en 2011, Cédric Nyanza, s'est immolé pour protester contre les élections. Un garçon s'est levé pour protester contre les cortèges du président de la République, Armand Tungulu. Il a été assassiné. Un journaliste qui avait le courage de dire « Je porte la voix des sans-voix » et son chauffeur, Fidel Bazana et Chebea, ont été éliminés. 425 corps des Congolais ont été retrouvés à Maluku. Jusqu'à présent, on n'en sait rien. Après la fin des élections en novembre 2011, près de 300 corps flottaient sur le fleuve Congo, côté Brazzaville, mais qui venaient des carnages effectués pendant la fin des élections de 2011. Je pense que quand on fait la somme de tous ces éléments et qu'on a vu que 19, avant ça j'ai oublié les adeptes de Mukungubila, près de 120 jeunes hommes non armés qui ne savaient même pas comment utiliser une Kalachnikov sur le plateau de télévision, les responsabilités doivent être établies. C'est pour ça qu'ici, nous avons proposé que le président Kabila, en démissionnant, puisse nous remettre la Constitution telle qu'il avait été votée en 2006, élection à 2 tours, avec débat obligatoire entre les candidats. Nous avons proposé à ce que la diaspora puisse venir jouer un rôle important dans l'organisation des élections, parce qu'il s'agit d'un processus, amener la technologie qu'il faut pour pouvoir compter très rapidement les gens, puisque en 2006, on a fait les recensements, ou on appelait ça recensement en même temps que les gens récupéraient leurs bulletins de vote. Nous avons préconisé la dissolution du Sénat. Il faut dissoudre le Sénat parce que c'est de là qu'est venue la politique du glissement. Et en dissolvant le Sénat, le souci d'être remplacé par le président du Sénat qui n'a pas de mandat sera écarté. Et aujourd'hui, le seul corps, institution qui a les mandats, c'est le Parlement. Et dans ces parlements, c'est la majorité présidentielle qui a mis le président qui peut être là et conduire la transition sans être candidat à la présidence. Et nous, de la diaspora, nous conduirons le gouvernement pendant cette période de transition afin que nous puissions organiser les élections en septembre le 16 septembre 2016 et que le deuxième tour puisse avoir lieu le 27 novembre 2016 afin que le nouveau président du Congo puisse prêter serment le 20 décembre prochain. Tel est le schéma que nous avons préconisé, tel est le schéma que nous proposons ce soir à la communauté internationale et au gouvernement congolais de pouvoir suivre afin d'éviter qu'il y ait un bain de sang, afin d'éviter que le pays ne puisse retomber plus loin. Merci. C'est moi qui vous remercie. Audio Jungle.